Nico, un point c'est tout. Corbière-Garrido, duo d'enfer. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Aujourd'hui, on va parler un peu du duo d'enfer, Corbière-Garrido. Je sais bien consacrer cet exercice à ces deux personnages et leur faire un grand honneur, compte tenu de ce qu'ils représentent. Pas grand-chose pour la faire courte. Ils mériteraient plutôt qu'on les ignore et de leur donner l'attention politique qu'il se doit, à savoir aucune. Donc, en somme, ne serait-ce que ne même pas prononcer leur nom serait sans doute la meilleure chose. Oui, mais voilà, les deux concernés ne cessent de multiplier les attaques envers la FI et de s'en prendre à leurs anciens camarades supposés. Autrement dit, par ricochet et compte tenu de la nature de leurs propos, à nous tous, militants également. Nous faisant tous passer pour ce que nous ne sommes pas. Soit des complices d'une formation horrible, des espèces de moutons décérébrés qui tiennent des pires croupions, ou encore les sujets d'une secte en quelque sorte. Sujets qui ne vivraient que pour rendre heureux leur gourou. Vous voyez le genre, je ne vous fais pas de dessin. Je ne sais pas pour vous, mais en tant qu'insoumis, je n'ai aucunement l'intention de faire le dos rond, ou de prendre des coups sur la tête, et a fortiori sans broncher. Encore moins de tendre l'autre joue, comme le suggère la fameuse expression. Pour ce qui me concerne, la coupe est pleine désormais. J'entends bien ne pas me laisser faire et œuvrer pour mettre en relief tout ce qui cloche avec ce duo. Je compte bien utiliser cette sorte de tribune pour répondre et mettre certaines choses au clair, et les pendules à l'heure par la même occasion. Contrairement au caniveau, ils souhaitent nous entraîner de ce que je perçois, c'est politiquement que je vais répondre. Leur gaminerie de corps d'école, façon cafeteur qui vous signale à la maîtresse pour des choses qui n'en sont pas, ça suffit. On n'a pas de temps à louer à cela. On a vraiment autre chose en tête et dans les tuyaux. On a bien compris la propension de ce couple à chercher à exister, etc. Comment ils escomptent le faire par le biais du paysage médiatique. On n'est pas passé à côté de leur volonté de capter un peu de lumière pour se donner l'impression ou le faux semblant d'une utilité ou d'une influence quelconque à gauche. Ce serait difficile d'ignorer ce paramètre tant c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Mais je crois que vous serez nombreux à abonder dans mon sens le résultat de leurs actions concrètes et des plus délétères, notamment pour leurs images respectives en fin de compte. Pourtant, c'est tout ce à quoi ils parviennent en dépit de tous leurs efforts. À part peut-être pour certains qui seraient complètement perdus ou parfaitement dépolitisés et donc en proie à avaler des sornettes. Ou encore qui se disent de gauche mais qui s'accommodent fort bien de la société et de son fonctionnement actuel. Ils se la racontent et s'enivrent des courbettes qui leur sont faites sur les plateaux, mais c'est tout. Un point c'est tout, si je puis dire. Mort de rire. En concentrant leur diatribe sur d'autres mouvements de gauche, plus spécifiquement sur ce qui constitue la force motrice à gauche, ils ne servent définitivement pas leur paroisse. Et c'est encore un doux euphémisme. A fortiori auprès de personnes qui composent les 10 mouvements de gauche. Personnes qui sont supposées être proches des idées qu'ils sont supposés incarner. Notons que le mot-clé, dans ce cas précis, c'est justement censé. On part naturellement de ce postulat, mais reconnaissons aussi que c'est déjà bien généreux de notre part compte tenu des agissements des concernés. Eux voulant attirer dans leur filet, semble-t-il, ces gens potentiellement susceptibles de les rejoindre dans leur truc baroque de l'après. Cette clownerie sur laquelle je ne reviens pas. Je vous renvoie à mes podcasts sur le sujet. Le seul truc que je soulignerai pour l'heure, c'est que le seul objectif atteignable de ce groupe est celui d'une capacité de nuisance, de jouer un rôle de barrage contre la vraie gauche. Toute autre chose tient du fantasme ou de la manipulation, en particulier s'ils s'inscrivent dans le cadre d'une primaire. Bon, une fois encore, vous pouvez consulter mon podcast dédié à ce sujet. Merci de vous y référer si vous souhaitez approfondir. Rentrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Mettons en branle la boîte à outils militante. Et renvoyons ces deux aigris dans leurs 22 mètres, comme on dit au rugby. Voilà qui va ravir le natif de Béziers. Mort de rire. Vous me connaissez, j'aime à mettre en exergue dans mes chroniques des choses, des éléments, des arguments qui sont en lien avec la pure logique, avant même de m'appuyer sur quelques ressources autres que ce soit. Aucune raison de changer une recette qui fonctionne. Aussi, qui selon moi représente un intérêt car il convoque le bon sens de nos interlocuteurs. Ce à quoi nous faisons appel à la France insoumise et contrairement à tous les autres. N'en déplaise à ceux qui l'ont quitté et qui n'arrivent pas à faire mieux, pour reprendre la désormais célèbre formule de Jean-Luc. Ou ne serait-ce que faire aussi bien pour se montrer plus précis. Ont-ils jamais cru en l'AEC ? Voilà une question qui m'anime, sincèrement. Je me pose véritablement la question au regard des comportements de l'un comme de l'autre. Cela posé est légitime à bien des égards, non seulement en amont de leur départ de la FI, d'autant plus depuis lors. Leur départ agissant comme un point de bascule, les autorisant visiblement aux comportements les plus débridés et malvenus, en particulier sur les médias mainstream.
Médias qui ne font définitivement pas partie des alliés d'une gauche conséquente qui désire changer l'ordre actuel des choses. En effet, je crois bon d'insister sur le fait que le programme de la FI, L'Avenir en commun, qu'ils sont tous les deux censés avoir défendu ou voulu défendre pendant longtemps, est un agenda politique basé sur l'entraide et la solidarité. Autant de choses qui leur échappent apparemment, pour lesquelles Raquel comme Alexis n'ont jamais trop brillé, pour le moins qu'on puisse dire. Bon, en même temps, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, pour reprendre la formule. En tout cas, les mots de Raquel, plus précisément son couplet sur la place au soleil, résonnent de façon ironique, quand on sait quelle est son attitude depuis qu'elle n'a pas été investie. Ils ont bien davantage bénéficié des valeurs mentionnées qu'ils en ont fait preuve à l'égard des autres, si je peux me permettre. À commencer par leurs collègues de groupe, puisque le terme camarade dans cette situation apparaît un terme plus qu'exagéré. Rassurez-vous, je vais étayer. Comme vous le savez sans doute, le couple en question a été dans l'œil du cyclone plus souvent qu'à son tour, souvent à l'origine de mauvaises pubs faites à la FI. D'ailleurs, ce en quoi elle se ressemble bien avec Simonet. Sinon, étant souvent le centre d'attention de nombre d'attaques de l'extrême droite en particulier. Plus spécifiquement, durant la période du premier mandat de Corbière, moment où Garrido continuait le porte-parole pour la FI. Qu'elle n'était pas encore élue députée et avait son rang de serviette dans des émissions. Qu'elle œuvrait sur les plateaux et que Alexis faisait encore le job au Parlement. Le fait qu'il loge en HLM ayant déclenché l'ire de la fachosphère, les amenant à être pointés du doigt par tout un tas de personnages, notamment sur Internet, et essuyer des critiques des plus virulentes pour l'occasion. En l'occurrence, si on se montre tout à fait honnête intellectuellement, des critiques qu'on pouvait comprendre dans une certaine mesure, du moins de la part soit de gens dépolitisés, soit d'adversaires identifiés. On sait tous comment l'organisation des fascistoïdes s'est effectuée de longue date sur le net, et la force de frappe qu'ils y possèdent. Les intéressés se sont déchaînés assez souvent sur les deux compères que certains d'entre eux dénommaient Grorbière et Grarido, avec la grande finesse qui caractérise les militants de ce courant politique. Je ne sais pas ce qu'il en est, et très franchement, pour le dire de manière la plus sans détour qu'il soit, je me contrefous de savoir si cela est une réalité ou pas. Mais il a été prêté par tout un tas de droitardés des histoires de libertinage, apportant de l'eau au moulin de leurs détracteurs, et faisant de tous deux des objets de moquerie. C'est leur vie personnelle, ils font ce qu'ils veulent. Loin de moi l'idée de commenter leurs pratiques en matière de vie privée. Ce qui m'en touche une sans bouger l'autre, comme diraient certains. Après, là où cela commence à entrer dans notre propos et en ligne de compte, c'est quand on a des gens qui nous expliquent que FI et Mélenchon font du mal à la gauche. Mais que ces derniers se livrent à des choses qui font jaser, qu'ils dégradent l'image de la formation à laquelle ils prennent part, mais que c'est ok dans ce cas, puisque c'est d'eux dont on parle, donc ça va, hein. Mansuétude dont ne bénéficie pas leur camarade Jean-Luc en particulier. Tout apparaît comme pire encore, alors que ces individus prennent part à des émissions où ils se ridiculisent et jouent vaguement les cautions de gauche à moindre frais, etc., etc., etc. Que la meilleure façon de qualifier leurs interventions est contre-productive. Qui nous font plutôt du tort qu'autre chose en servant leur propre gloriole, mais en dernier recours accusent les autres de leur propre turpitude, si je puis dire. Et là, pour ce qui est des casseroles, je n'ai pas chargé la bourrique, comme on dit. Je suis resté en surface. Je fais grâce de cette histoire de déclaration supposée de leur fille, qui leur a valu les foudres de bien des personnes et des attaques réitérées. Affaire qui aura aussi donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Je ne sais pas ce qu'il en est, ni quelle a été la conclusion de celle-ci. Et pour vous le dire comme je le pense, ce n'est pas mon sujet, bien que je sois concerné de par ma confession et ma culture. Voici ce que je sais en revanche. Quand on est vraiment de gauche, c'est ce qui prévaut, on ne se met pas à hurler avec la meute. On accorde le bénéfice du doute à des gens avec qui on peut avoir des désaccords, mais avec qui on doit, tout du moins, avoir des valeurs communes. Enfin, il paraît. Autant de choses avec lesquelles les deux se sont joyeusement tartinés, comme on dit. Ce que je cherche à démontrer ici, c'est qu'ils ont amené leur lot de difficultés à gérer pour la FI et son corollaire. Que lorsqu'ils dépeignent Mélenchon et FI comme la source de tous les maux, c'est inqualifiable. Plus spécifiquement quand on considère où ils le font, ainsi que leurs propres manquements. C'est d'autant plus inacceptable qu'ils ont toujours pu bénéficier de la bienveillance insoumise et de la présomption que tout ce qui était balancé à leur sujet n'était pas forcément une réalité. Surtout sachant de qui les attaques provenaient à la base. Des droites dures et l'extrême droite, pour ne pas les nommer. Bref, délicate attention dont ils font assez peu preuve pour les autres, comme le passé récent nous l'a indiqué. La sortie du bouquin La Meute illustrant tout à fait ce que je viens de dire. De même que ce simulacre d'enquête passé à la télé, fait à charge, où le couple a bien pris soin d'orienter la discussion. Ce qui transparaît de leurs agissements, c'est de la mesquinerie. Une mesquinerie qui ne les honore pas. Cela traduit un comportement boutiquier atroce, qui est le reflet d'une mentalité, selon moi. J'en suis à la section dédiée à la logique.
endroit où il me paraît clairement bienvenu de parler de certaines des allégations qui ont été produites par ces tartuffes. Et oui, bizarrement, les modes de fonctionnement sectaires dont ils affublent le mouvement, ils ne les auraient perçus de manière très pratique qu'après avoir migré vers une autre entité. Tiens donc. Ceci ne leur serait apparu qu'une fois avoir cessé de bénéficier de parachutage qui leur assurait des postes de députés à l'Assemblée nationale et des rémunérations des plus confortables qui vont avec, comme par hasard. Par enchantement, en quelque sorte. Étrangement, quand les choses devenaient moins juteuses du point de vue de leur carrière et ambition personnelle. Dès lors, la vraie nature des personnages se révélait. On a vu les uns et les autres se précipiter vers la sortie. Pas d'inquiétude, je vais me faire un plaisir de revenir sur ce point ultérieurement, afin de mettre l'accent sur d'autres choses. Aussi, afin de clôturer cette section de ce podcast, je souhaite insister sur l'aspect révélateur qu'a constitué le cas Caténins, comme ils disent, dans les médias. Évidemment, il ne s'agit pas de nier les faits ou encore de ne pas mettre en avant les erreurs d'Adrien. Loin de moi cette idée. J'ai maintes fois souligné son erreur à la fois personnelle et politique par ailleurs. En revanche, le Club des Six, ces grands courageux et vertueux, l'auront abandonné en rase campagne. N'auront fait montre d'aucune bienveillance, camaraderie ou autre. Et ces militants de longue date à ses côtés, au sein du parti de gauche, auront tout fait pour l'évincer. Ce qu'ils seront parvenus à faire, pour rappel. Avec des camarades comme cela, vous connaissez la suite. Là, c'est pure spéculation de ma part, mais tout de même corroborée par des choses dites par Bruno Gassio dans Prune Bourbon. Sûrement que certains le voyaient comme un successeur naturel de Jean-Luc, et ils ne l'entendaient pas de cette oreille. Cela me donne l'opportunité de mentionner quelque chose. Le tweet de soutien de Jean-Luc a été mal perçu par beaucoup, et il s'agissait là d'un des trucs les moins habiles qu'il n'ait jamais fait. Mais pour moi, il en est sorti grandi, malgré tout. Je le dis comme je le pense. Lui m'a apporté la preuve que les promesses d'entraide et de solidarité ne sont pas des vains mots jetés en l'air, à l'intention de qui veut bien les croire. Comme tous les autres se seront contentés de nous l'intimer. Contrairement à ce que font tous les autres, lui aura été présent dans l'adversité. Particulièrement alors qu'il n'aura pas dédouané Adrien et qu'il a bien noté que Caténins devait s'acquitter des sanctions qui lui seraient infligées par la justice comme par son groupe. Comme quoi il ne minimisait pas la situation ou ne donnait pas une clean sheet à Adrien. Il soulignait sa faute sans l'absoudre ni le condamner à perpétuité. En attendant, on a pu constater une fois de plus l'esprit de camaraderie régnant chez les sessionnaires. Ils se mettent à taper encore plus fort depuis leur départ et ont fait leur nectar de la sortie de ce torche-huc intitulé La Meute. On aura constaté qui croit en ce qu'ils racontent, en somme à l'encontre de Raquel et Alexis. Pour moi, tout ceci nous procure une transition toute trouvée vers le point suivant, les mensonges et hypocrisie. Mensonges et hypocrisie. On a bien vu comment les individus qui font l'objet de ce podcast ont eu des comportements en dessous de tout, purement et simplement honteux, inqualifiables à mon avis. J'ai montré comment la notion de camaraderie leur était étrangère, mais bien sûr, la liste des griefs qu'on peut dresser les concernant ne s'arrête pas là. On continue de les voir défiler sur les médias de l'officialité et participer à la vendetta ambiante. Mise en cause permanente de la FI qui a passé encore un cap ces derniers jours, et qui est l'unique fruit de leurs propos. Ils n'en voient au chapitre que pour se faire. Et cela tombe bien, ils n'ont rien d'autre à dire. Ce qui devrait les interroger, voire leur faire honte. Sont-ils conscients de leur seul intérêt pour le système médiatique ? Je pense, à moins de s'aveugler complètement, qu'il est compliqué de passer à côté. Quoi qu'il en soit, concernant les deux époux, leur outil de prédilection, visiblement, c'est la déformation de la réalité et l'hypocrisie jusqu'aux confins du ridicule le plus absolu par moment. On aura tous, je pense, pu savourer ce morceau de vidéo qui est ressorti, où Garrido suit Jean-Luc à la trace et court pour se placer à ses côtés et avoir droit à sa part de lumière. Dur de ne pas insister sur le shift, alors que, en ce moment, Raquel passe son temps à faire la tournée des plateaux pour dire pique-pan de Mélenchon et de la FI. Qu'elle répète inlassablement les mêmes sorties lunaires concernant l'agressivité et la toxicité de JLM, pour le plus grand plaisir des journalistes, tous n'attendant que cela. Journalistes, entre très gros guillemets, qui s'apparentent plus à des idiocrates qu'autre chose en vérité. Ces derniers, soucieux de nourrir leur propagande et le bashing anti-FI, ne remettent jamais en cause son témoignage, et en lieu et place de croiser leurs sources, se bornent à recracher tout cru les éléments donnés par certains acteurs, dont les biais sont évidents, se saisissant de tout ce qui leur tombe sous la main indistinctement pour s'adonner à leur passe-temps favori de flétrir la FI. Malgré le fait que ceux-ci offrent des versions manichéennes très peu crédibles, tout passe crème. En tout cas, le segment en question est jubilatoire et criant de vérité. Il tranche définitivement avec le ramassis d'enneries que nous propose la native de Valparaiso au Chili. Dans une certaine mesure, ce serait presque drôle de mettre en comparaison les parents de Raquel qui ont fui la dictature de Pinochet dans son pays natal,
dont on ne parle jamais sur les plateaux TV, qu'elle-même invoque que très rarement, et leur fille qui a fui l'abominable despote Mélenchon. Un fable tyran qui nous caporalise tous, au point que nous soyons le doigt sur la couture du pantalon. Mort de rire. Tout ce transi d'effroi que nous sommes à l'idée de ne pas satisfaire les aspirations du grand Manitou du mouvement. Type de considération me faisant me poser les questions suivantes. A-t-elle jamais fait partie de la France insoumise ? Ou encore participé à des boucles insoumises pour nous abreuver de bêtises pareilles ? Ou les plateaux TV ont-ils déteint à ce point sur elle qu'elle en a oublié tout le reste, fondamentaux de gauche en tête ? Bref, on voit à quel niveau de bouffonnerie on en est rendu dans les médias. Les mêmes qui n'ont rien à dire quand on tire au LBD dans la tronche des manifestants pacifiques et qui font tourner à plein la machine médiatique sur des allégations infondées de certains, simplement parce que cela les arrange et les aide à construire ou renforcer leur narratif. Quand bien même, les individus dont on parle ne sont pourtant pas les plus crédibles, notamment du fait de leur passif avec JLM, les présentations tronquées effectuées et tutti quanti. Sans oublier des procédés que je trouve franchement malhonnêtes de décontextualisation, etc., à base de capture de SMS dont leurs parties sont floutées, et les parties de JLM surlignées au contraire. Raquel est une bosse en matière de dinguerie débitée, il s'agit de le reconnaître. Elle a quand même réussi cet exploit incommensurable de nous dire que Mélenchon ne s'est jamais intéressé à la cause palestinienne. Alors que, dans la minute qui a suivi ces déclarations, le web florissait de toutes parts de preuves visant à nous montrer tout l'inverse. Prise de position en 2010, en 2014, en 2017, etc., 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 dont certaines dans le cadre de prises de parole importantes, meetings et autres. Déclaration d'autant plus problématique de Raquel alors qu'elle était au parti de gauche et donc au premier rang pour y assister. CQFD. Ce qui est terrible, et c'est ce que Raquel a occulté en nous gratifiant de cet immense bobard, c'est qu'Internet a de la mémoire. Et que la force militante insoumise, plus spécifiquement en ligne, n'a rien d'une des légendes. Que d'une façon ou d'une autre, ces énormités seraient débunkées, mises à l'affiche. Et elle, décrédibilisée par la même occasion. Elle devait être au courant. Bon, en même temps, on soupçonne Raquel d'être suffisamment rodée aux médias pour savoir comment ils fonctionnent, justement. D'être consciente de comment la vérité n'importe que peu ou pas dans ces contextes. Que la fin justifie les moyens. Quand on pense qu'elle a osé commettre un bouquin sur les médias... Raquel est de facto une source de données inépuisable, surtout en termes de choses inexactes, déformées, tronquées, présentées de manière partisane, etc., etc., etc. On en prend pour preuve cette incroyable histoire contée par la femme de Corbière, celle de sa circo qu'elle aurait cédée à Ali Diawara, selon elle. Scénario tout à fait flatteur, mais qui n'en demeure pas moins une peinture loin de s'avérer exacte pour autant. Elle s'est en effet retirée au second tour, ce qui peut lui être accordé. Mais après s'être mise sur la ligne de départ et être arrivée troisième, assez loin derrière Ali et une membre de l'UDI. Et ce, dans un coin où elle avait été élue avec 6% de voix en plus que son rival en 2022. Le fait est que si elle avait donné sa circo, comme elle le prétend, alors elle se serait effacée de la course en premier chef. Et allez savoir, peut-être que Ali aurait été élu au premier tour, puisque si on fait la somme des votes de à gauche, on était à plus de 60%. Je me permets de rajouter ceci. Certes, il était préférable qu'elle effectue ce move pour nous le garantir. Mais rien ne laisse à penser qu'elle n'a pas fait autre chose qu'un choix pour sortir la tête haute. Et qu'elle s'est juste évité une sorte d'humiliation de deuxième tour en se retirant de la course. Je doute qu'avec 13 points d'avance, Ali n'aurait pas été l'option préférentielle du deuxième tour pour toute personne de gauche. Et ce, au détriment de Raquel, c'est juste une déduction de bon sens. On voit donc, de facto, la présentation des plus valorisantes que Raquel s'auto-attribue pour l'occasion. Une présentation pas d'une très grande honnêteté si on veut s'en tenir au factuel. Dans le même genre de registre, on a cette histoire de pleurnicherie de ces cadres à qui il a visiblement été demandé s'ils avaient l'intention de participer aux divers pôles organisationnels. Ce à quoi ils ne semblaient pas prêts, optant plutôt pour les paillettes des plateaux TV, plutôt que pour un travail structurel, plutôt ingrat et chronophage au contraire. Cela ne les a pas empêchés de défiler pour crier au scandale et encore une fois nous servir des discours avec des trémolos dans la voix sur les plateaux. Quand d'autres avaient vu les tâches en question leur être assignées, aussi dans la perspective de donner des responsabilités aux jeunes. Bref, une belle tartufferie en bonne et due forme. Bon après, disons les choses tout de go, les deux intéressés ont été les auteurs de bien pire. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Cette histoire de purge était une farce intégrale que seuls les médias et leur volonté de bashing permanente de la FI pouvaient être amenés à gober. On ne va pas faire comme si nous n'étions pas au fait que le Club des 6 avait pour ambition de se faire élire sous l'étiquette insoumise. Donc en bénéficiant de l'élan et de la force militante insoumise et sa capacité à faire campagne. Tout cela pour in fine aller siéger avec d'autres groupes une fois élus à l'Assemblée nationale.
C'était la trahison programmée, pas de bol, leur plan a capoté. Les intéressés ont beau démentir ce fait, il n'en demeure pas moins que le journal officiel fait office de preuve irréfutable, nous apporte la preuve par les faits. La création de la formation de l'après étant antérieure à la législative, bal et masque total, sortez les rames. Aussi, cette pseudo-histoire de purge ne peut apparaître comme autre chose qu'une vaste blague. C'est un château de cartes qui ne repose sur rien. Cela part du postulat que les investitures dans les circonscriptions qu'ils voulaient leur étaient dues. Indues pour des raisons qui nous échappent grandement. Si ce n'est sûrement leurs incroyables personnalités, hein. Types de réflexions qui ne sont pas sans faire écho aux baronnies socialistes et leurs pratiques, choses avec lesquelles, justement, nous sommes censés ne pas être en accord. Une formation politique, telle qu'elle soit, a le droit de se réserver l'attribution des circonscriptions, notamment déterminées pour le bien commun et de l'entité politique. A fortiori, alors qu'il y a un comité électoral qui est en place et qui est en charge de déterminer les candidats et de désigner l'attribution des circonscriptions, en prenant en compte une variété de paramètres liés à la représentation de tous dans les meilleures proportions. En outre, Alexis se sera illustré de la pire des manières pour le coup, en tentant de nous faire passer le comité électoral pour un truc fantoche à la botte de Mélenchon, ce qui est un manque de respect effroyable pour les militants et les bénévoles qui en font partie, et en charge d'effectuer cette tâche, mais aussi à l'endroit des députés qui chapeautent le pôle par-dessus le marché. Tout étant, si on résume ce que les dires de Corbière impliquent, une bande de marionnettes décérébrées dont JLM tire les ficelles. Voilà pour synthétiser le sous-entendu. Bel esprit de camaraderie pour résumer. Si on dresse un bilan des plus réalistes, bizarrement, ceux qui promeuvent de ne pas froisser les autres et de diminuer la violence en politique, à travers les mots en particulier, ont d'immenses difficultés à s'appliquer leur discours à eux-mêmes, apparemment. Enfin, à en croire ce genre de sortie de route, on peut difficilement en venir à une autre conclusion. On notera aussi la très belle hypocrisie dont Corbière est l'auteur à divers niveaux dernièrement. Le même qui se répand, pour ne pas dire s'épanche en long, en large et en travers sur les problèmes de fonctionnement interne à l'AFI, il paraît, n'ayant pas cru bon d'insister pour mettre en avant l'attitude de ses désormais camarades de l'après. Comme quoi, sa grande considération pour organisation et démocratie sont confrontés à une bonne dose de géométrie variable. Tous sont tellement animés par la démocratie que cela les aura conduits à faire scission, après que le plus grand nombre n'ait pas accepté de se plier à leurs desiderata. Eux cherchant à tout prix à imposer leur sous-courant minoritaire ainsi que ses exigences ou options stratégiques. Vous choisirez le terme qui vous convient le mieux. Chose qui les amènera à se retrouver à 6 pour entamer leur nouvelle aventure. Comme quoi, c'était pas la folie pour ce qui est de suivre la ligne en question. Cohérence quand tu nous tiens. Au passage, ils auront démontré leur tartufferie, et non que leur revendication était la bienvenue. En parlant de géométrie variable, on appréciera à sa juste valeur le contraste offert par les intéressés pour l'occasion. Il est de bon goût de rappeler que ce groupe est on ne peut plus vocal depuis son départ de l'AFI, mais que ceux-ci avaient été infiniment plus calmes et silencieux au moment où ils ont quitté le PS. Pourtant, ils auraient eu des milliers de fois plus de légitimité à faire l'étal de leur mécontentement à l'époque, compte tenu de la nature du parti qui était le leur, et de ses pratiques reconnues aussi. Attitude plus qu'étrange si on veut les croire sincères, et qui se perpétue à l'heure actuelle si on va aller par là. Et oui, puisqu'il se rapproche de tout un tas de formations dont le PS, dont la démocratie supposée, prête plutôt à rire en général. Surtout au regard des bourrages d'urnes et d'us de cet acabit. Davantage encore quand on a vu tous ces grands démocrates à l'œuvre, chacun de leur côté, décidés du sort de la NUPES, puis du nouveau Front Populaire, sans aucune forme de concertation telle qu'elle soit avec les autres entités, et se torchant allègrement avec ce à quoi aspirent les gens de gauche. Travailleurs en priorité, cela va de soi. Bref, rien de ce qu'ils font ne laisse transparaître quelque cohérence que ce soit, mais en revanche témoigne plutôt d'une dose plus que conséquente d'hypocrisie, voire pire. Un peu dans la lignée, pour continuer à appuyer là où cela fait mal à Alexis, le truc poussé par certains d'une primaire à gauche ne fait aucune faveur à Corbière. Lui qui semble désormais prêt à se livrer à quelques processus de la sorte, en dépit d'avoir produit ce qu'on pourrait qualifier de pamphlet à l'encontre de ce type de désignation. Les écrits, alors très justes et à propos d'Alexis, le font aujourd'hui passer pour un opportuniste qui ne croit pas en ce qu'il raconte, dont les opinions varient en fonction de ses intérêts propres. C'est moche. Vengeance et instrumentalisation. On a bien cerné une partie des motivations de ces deux-là, que ce soit en matière de service de leur propre gloriole ou encore d'envie d'en découdre avec leurs anciens alliés. Nul besoin d'être un ingénieur en fusion nucléaire pour identifier le truc. Néanmoins, il y a tout de même des limites à la mauvaise foi et tout le reste, dont la volonté de s'opposer à l'AFI en se saisissant de tout et n'importe quoi. De sorte que, in fine, le truc apparaisse comme un désir de vengeance, un truc boutiquier, un truc qui fait pitié.
Et je ne peux que me dresser devant quelque chose qui m'a terriblement choqué. En outre, que j'ai déjà mis en relief dans un précédent podcast, c'est-à-dire cette basse revanche initiée et l'instrumentalisation qui lui est associée de l'affaire autour de l'affiche avec Hanouna. Alors où on a vu clairement Corbière passer un cap en termes de contre-vérité, pour ne pas dire bobard de la pire espèce. Comme je l'expliquais alors, on attend toujours qu'il nous apporte les preuves de ses dires, soit qu'il enseignait des représentations délirantes faites des personnes juives au travers des affiches immondes du type de celui à laquelle l'affiche de la FI a été comparée durant les cours qu'il dispensait à ses élèves. Je maintiens, je n'y crois pas une seconde. Pour moi, ce sont juste des allégations de plateau, un truc pour se faire mousser et rien d'autre. Pour avoir eu la chance d'avoir fait un cursus scolaire long, puisque prolongé par un parcours universitaire très conséquent, je peux affirmer que je n'ai jamais eu qui que ce soit à non seulement parler des caricatures dégoûtantes faites par les nazis, mais que l'ensemble de ma famille maternelle, directement concernée pourtant, n'avait jamais vu les affiches néerlandaises et autres de cet acabit. Donc aucun d'entre eux n'avait pu les voir dans le cadre de leur parcours d'éducation. Alors j'ai des doutes plus que légitimes quant à penser que des gens de l'enseignement professionnel, dont normalement l'éducation est tout de même un peu moins généraliste, plus orientée vers la technique et moins vers la culture générale, puissent bénéficier de ce type d'enseignement et que cela puisse ne serait-ce qu'être au programme. Surtout qu'on ne va pas faire comme si on n'avait pas compris la pente sur laquelle nous nous trouvons, avec un patronat toujours plus désireux de débaucher les jeunes de la partie d'études, pour s'approprier de la main-d'œuvre à pas cher et qu'elle pourra maintenir à un niveau de rémunération moindre. Le patronat, dans une telle configuration, n'a aucunement l'intention de renforcer l'enseignement général, plutôt de pousser à l'apprentissage. Pour moi, le pire, c'est que ce pauvre Alexis, car il me fait franchement pitié pour l'occasion, a lui-même, sans le vouloir ou s'en rendre compte, très maladroitement véhiculé un stigmate avec sa peinture du visage du présentateur TV qu'il a réalisé dans un média mainstream. Jouer les intéressants et les opposants résolus à LFI et Mélenchon ne devrait pas être fait à n'importe quel prix. Faute de quoi, c'est l'auteur de l'attaque qui se retrouve à dérailler et perdre ses valeurs supposées, à verser dans des trucs pas géniaux. Conclusion. J'ai essayé de vous donner à voir comment les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et comment certains feraient mieux de se cantonner à balayer devant leur porte, en lieu et place de tenter de tirer profit de situations politiques pour servir leur formation et gloriole personnelle, sans se soucier d'autre chose. La France insoumise, plutôt que de la conspuer ou de contribuer à la stigmatiser, il ferait mieux de s'en inspirer. Elle tient bon, sur les valeurs et les principes en particulier. Jamais elle ne baisse la tête ou baisse pavillon. Et en ce sens, elle est une véritable inspiration, un point d'ancrage. C'est sans doute ce qui trace une ligne de démarcation entre ceux qui font l'histoire et ceux que cette dernière efface devant leur insignifiance. Ils peuvent jeter toutes les pierres à Mélenchon, que lui aura marqué son époque, tandis qu'eux n'auront au mieux donné à voir que les traces de leurs bêtises et du manque de compréhension de l'époque que nous traversons. Non sans raison, tout cela leur aura valu les mots suivants de Caroline Fiat. « Allez, salut les connos !» J'ajouterai, rendez-vous aux prochaines élections. Si vous croyez un tant soit peu ce que vous racontez, alors vous devrez voter pour la France insoumise. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1 Point C'est Tout. Merci de votre attention. Un grand merci à mes camarades Alia et Sublime pour m'avoir prêté leur voix et avoir donné davantage de relief à cette production. Allez, à bientôt.